Ce lundi, aux Journées francophones de radiologie, nous retrouvons Thibaut Jacques. Thibaut Jacques, vous êtes jeune radiologue à Lille, en ostéo-articulaire. C'est ça. Et vous êtes le président des jeunes radiologues, c'est cela ? Responsable de la section junior de la SFR. En fait. Responsable de la section junior de la SFR. Dites-moi, Thibaut Jacques, résonance, nous allons nous poser ensemble, nous avons un peu de temps, une question qui est toujours sous-jacente en réalité dans ce secteur de la radiologie tout particulièrement, c'est avec les évolutions technologiques et donc cette fameuse intelligence artificielle, mais pas que, est-ce qu'il y a des risques que le médecin, le radiologue, puisse devenir un robot ? Voilà la problématique qui nous est posée. Je pense que pour répondre à ça, il faut déjà voir d'où on part. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le métier du radiologue, dans l'esprit de beaucoup de personnes qui sont extérieures à la profession, c'est quelqu'un qui voit des images toute la journée et qui fait que ça. Et donc forcément, quand on parle d'IA, d'aide au diagnostic, puisqu'il n'y a quasiment que ça aujourd'hui qui est médiatisé, on se dit c'est sûr que forcément le radiologue va être directement impacté. Alors on ne reviendra pas sur les limites scientifiques de beaucoup d'articles qui parlent de l'IA en aide au diagnostic. Ce que vous avez abordé dans la conférence juste avant. Et par contre, aujourd'hui, le radiologue, il a une partie de son temps qui est presque déjà de la robotique, puisqu'on est assez machinalement dans la gestion de plein de choses, les demandes d'examen, les gestions de compte rendu, les gestions des plannings, les gestions des workflows, etc. Et ça, finalement, l'IA, je pense, j'espère qu'elle va nous aider à ça, parce qu'il y a beaucoup de temps qu'on passe dans la profession à la gestion de ça, qui ne sont pas des tâches médicales, finalement, qui pourraient être facilitées, améliorées par l'IA. Et moi, je pense que paradoxalement, ça va nous libérer du temps médical pour faire d'autres choses. Et on a fait une petite enquête là-dessus, et c'est ce que souhaitent les radiologues, c'est finalement gagner du temps médical. Mais le temps médical, il est dans l'interprétation d'examen, ça c'est une chose, et aujourd'hui, l'IA n'est pas en mesure de nous faire de façon solide des examens interprétés, donc il y a beaucoup de buzz là-dessus, mais on n'y est pas du tout. Et je pense que la question du workflow, ça va au contraire réhumaniser, enfin en tout cas remédicaliser la profession à certains points. Comment on définit workflow ? Le workflow, c'est globalement la gestion du quotidien. C'est-à-dire que quand on arrive dans son service, on a X patients qui ont été programmés par des secrétariats après avoir reçu des demandes d'examen, par des correspondants médicaux. Et donc quand on arrive et qu'on commence notre prise en charge des patients, il y a tout on va dire un préalable qui est un temps dans lequel les radiologues doivent forcément s'impliquer. En combien de temps est-ce que je fais mon IRM de genou ? Est-ce que c'est plutôt le matin, plutôt l'après-midi ? Comment est-ce qu'on gère les articulations, etc. Et donc ça, c'est des choses qui prennent du temps. Et l'aide au workflow et l'aide à l'organisation, c'est quelque chose dans lequel il y a un vrai sujet sur l'IA, et ça serait probablement ce qui serait le plus pertinent pour nous tout de suite, en réalité. Et donc après, au-delà de ça, le radiologue, il ne fait pas que gérer des plannings et voir des images dans le noir toute la journée. Et c'est ça où on a vraiment, nous aussi, jeunes, un rôle de communication pour expliquer ce qu'on fait vraiment, parce qu'il y a beaucoup de stéréotypes sur la radiologie qui sont liés à ça. Et il faut qu'on devienne aussi un peu meilleur en communication pour arriver à montrer que la radiologie, les jeunes radiologues, mais tous les radiologues, c'est pas que ça. Et il y a aussi beaucoup de cliniques. On voit les patients, on doit encore plus voir les patients, passer du temps avec eux. Et les radiologues, et ça a été rappelé aussi à la conférence inaugurale, sont, avec les médecins généralistes, dans beaucoup de cas, en première ligne de la découverte de pathologies, qu'elles soient bénignes, qu'elles soient malignes. Et derrière, on ne peut pas accepter juste le côté j'écris dans le compte-rendu un truc, que la secrétaire remet au patient, je ne le vois pas. Il y a de moins en moins de radiologues qui font ça, et on est vraiment, nous aussi, je pense, jeunes radiologues, dans une optique de communication avec le patient, prendre du temps, faire de l'annonce, et orienter de façon pertinente le patient dans un parcours. Et ça, on l'a montré dans l'étude qu'on a sortie premier trimestre 2019 sur qu'attendent les radiologues de l'IA. Gagner du temps, enfin en tout cas dégager du temps. Pourquoi ? Pour passer du temps avec les patients. C'est ça une des conclusions de l'article. Cette étude, qui était à l'initiative de cette étude, vous dans le Nord-Pas-de-Calais, non, c'était quelque chose qu'on a fait dans le Nord-Pas-de-Calais sur les radiologues, les internes, les radiologues hospitaliers et libéraux, avec environ 300 réponses. Tout un panel de questions que vous pouvez retrouver. Mais globalement, c'est vrai qu'on voit que ce que veulent les radiologues, c'est de l'aide dans des choses qui sont très chronophages, et notamment la gestion des mesures, des trucs qui sont vraiment très un peu justement déjà pré-robotiques, quoi, où on met un peu le cerveau de côté pour faire des mesures ou pour programmer des examens ou pour post-traiter des images parfois où c'est vraiment juste mécanique, quoi. Donc là, le radiologue est aujourd'hui déjà parfois un robot dans ces tâches-là, et au contraire, la volonté c'est de se dire ces trucs-là, le radiologue finalement peut
récupérer du temps médical et donc sera d'autant moins un robot sur son interprétation, sur sa communication avec le patient, sa communication avec les correspondants médicaux. Et là, le vrai enjeu, il est là. Mais aujourd'hui, c'est pas dans les préoccupations, on va dire, industrielles, dans beaucoup de situations, de générer de l'aide au workflow, de l'aide au traitement. On est encore beaucoup dans une dynamique, l'aide au diagnostic, mais c'est pas du tout ça le problème aujourd'hui qu'on a, quoi. Oui. Probablement, cette question se pose parce que, évidemment, les radiologues sont des médecins qui sont très proches de la technologie, non? C'est peut-être l'image que Oui, que tout l'on à fait. en a, oui. C'est vrai qu'on est proche de la technologie. On a toujours été avec des grosses machines qui impressionnent les gens quand on vient dans les services, toujours au point dans la technologie médicale. Et c'est bien. Et c'est aussi pour ça que le secteur, on voit les JFR aujourd'hui, tous les congrès de médecins n'ont pas des forums IA, n'ont pas des industriels qui viennent parler d'IA. Donc on est aussi une des spécialités qui est la plus concernée parce qu'on a un tropisme pour la technologie. Mais le tropisme par la technologie ne signifie pas qu'on est déjà des robots. On n'est pas Robocop, quoi. Ouais. Et peut-être également l'hyperspécialisation. C'est un sujet qui traverse ici probablement dans ces murs, qui traverse les réflexions. Pour autant, ça traverse également les réflexions chez les enseignants, par exemple dans les universités, etc. On va de plus en plus, la médecine s'hyper-spécialise. Alors, quand on vous pose la question, vous dites oui, c'est vrai, mais c'est que nous devenons aussi plus compétents. Mais enfin, c'est quand même une évolution assez marquée, ça. Je vois d'ailleurs, entre nous soit dit, c'est pareil chez vos collègues chirurgiens. En fait, c'est une question d'ordre sociétal, c'est-à-dire jusqu'où est-ce qu'on veut aller en médecine, jusqu'où est-ce qu'on doit aller en médecine. Aujourd'hui, on doit aller toujours plus loin, et donc pour le bien du patient, il faut aller au mieux possible. Et donc nous, radiologues, vu qu'on est en première ligne dans la prise en charge des patients dans beaucoup de pathologies et dans beaucoup d'endroits, on ne peut pas juste rester en superficie. C'est-à-dire que si on a 14 correspondants qui sont chirurgiens du genou, qui font une nouvelle technique chirurgicale, si on n'est pas en mesure de savoir ce qu'ils font, de savoir ce qui est normal, ce qui n'est pas normal après leur intervention, quand ils nous enverront les patients, ils vont estimer qu'on n'est pas pertinent. Et donc derrière, notre rôle à nous, c'est de savoir être en mesure de comprendre ce qui arrive vraiment au patient. Et donc ce qui arrive au patient, c'est sa maladie, mais aussi ses traitements, certains effets indésirables, certains effets attendus, des nouvelles techniques chirurgicales, et puis des variations aussi d'épidémiologie. Donc forcément, on doit apprendre autre chose que de la lecture d'images. C'est vraiment ça le message final du truc, quoi. Ouais. Alors il y a pour essayer d'être clair, il y a ces questions de parcours, parcours de soins. C'est-à-dire que vous participez en réalité également à cette définition. Alors, d'autres le font, le médecin généraliste, évidemment. Mais enfin, vous, en tout cas, dans le milieu hospitalier, de savoir finalement jusqu'où sont vos compétences, où elles s'arrêtent, à qui vous devez adresser, passer la main, etc. Ça, c'est un point. Ça, c'est une vraie question. Et justement, ça, c'est aujourd'hui quelque chose qui n'est pas valorisé au sens temporel. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on fait. Une fois que l'image est interprétée, que le compte-rendu est fait, il faut se poser la question de comment je diffuse l'information, qu'est-ce que je fais du patient. Et c'est évident que ce serait criminel de renvoyer un patient avec une dissection aortique chez lui. C'est évident. Et pourtant, on peut trouver des trucs fortuits sur les scanners. Et donc, il faut savoir, dans les spécialités qu'on exerce les uns et les autres, quelles sont les pathologies A, B, C qui nécessitent d'être orientées vers le correspondant A, B ou C. Et donc, on a un rôle d'intégration dans le parcours de soins du patient. Et ça, on le voit aussi avec les RCP. Aujourd'hui, les RCP, il y a des radiologues dans toutes les RCP. Alors, les RCP, des réunions de concertation pluridisciplinaires qui sont initialement instaurées dans le cadre du cancer, où il y a une discussion entre spécialistes, les oncologues, les chirurgiens, les radiologues, les anatomopathologistes, pour discuter de chaque patient et voir ce qu'on fait de ce patient-là. Mais on voit maintenant des RCP qui se développent pour des pathologies non tumorales. Par exemple, il y a des RCP pour le rachis. On dit, voilà, tel patient... elles sont obligatoires, institutionnalisées, comme pour la cancérologie? Non, aujourd'hui, le cadre dans lequel elles sont obligatoires, c'est dans le cadre de la cancérologie, dans le cadre du plan cancer. Il ne faudrait pas c'est sûr que ça a l'avantage, ça a la nécessité, à mon sens, de réunir les correspondants médicaux autour d'une table. Alors c'est sûr que quand on est à l'hôpital, c'est plus simple, mais quand on est en ville, c'est parfois plus compliqué. Mais en tout cas, les endroits où se développent des RCP pour des pathologies non malignes, on
on voit que globalement, le radiologue a toute sa pertinence parce qu'on va apporter des éléments qui sont sinon des éléments qui sont uniquement dans leur coin chez les chirurgiens, uniquement dans leur coin chez les spécialistes d'organes, chez les médecins généralistes. Donc on voit dans les RCP Rachis par exemple qu'il y a une prise en charge un peu plus globale sur qu'est-ce que la douleur du dos, est-ce qu'il faut infiltrer, pas infiltrer, est-ce que chirurgical, pas chirurgical, et ça, c'est pas de la tumeur, mais au final, le but c'est quand même que pour le patient, ça se passe mieux, quoi. Donc il y a un rôle. Et toujours dans mon souci de méthode, donc ça c'est peut-être à mon avis, comme ça, vu de l'extérieur, le deuxième point, c'est-à-dire il faut tenir les deux bouts, c'est-à-dire l'hyperspécialisation d'un côté, difficile d'aller à son encontre, mais également rester ancré dans l'approche médicale, classique, accueillir, c'est un peu ça, humaine. Oui, de toute façon, et on le voit aussi, moi j'interagis beaucoup avec les étudiants en médecine, parce que je me suis beaucoup occupé d'eux à la faculté, et beaucoup me disent, non, moi la radiologie, non, parce que je veux vraiment voir des patients. Je les fais venir avec moi 1 ou 2 jours, et ils voient très bien que l'évacuation d'échographie, c'est quoi? C'est passer une demi-heure avec le patient, le réinterroger, le réexaminer, potentialiser ce qu'on fait en imagerie avec l'examen clinique du patient, et donc en fait, il y a une vision qui est erronée, de ce que fait le radiologue, et donc ça il faut vraiment qu'on aille là-dedans. Et donc je pense qu'on, bien sûr, on voit tous les patients, on fait des consultations pour annoncer les résultats après les IRM, on voit les patients. Avant les gestes interventionnels, on voit les patients, et donc voilà, donc le radiologue a un rôle de consultation au même titre que n'importe quel autre médecin. C'est un métier qui a l'air de vous passionner. Vous êtes chef de clinique. Tout à fait, oui. Ouais, c'est vrai. Non, c'est passionnant parce que ça a l'avantage, et c'est aussi là mal connu par les plus jeunes, mais d'être à la fois diagnostique et interventionnel. Pour ceux qui le souhaitent, on peut avoir une activité vraiment interventionnelle plus ou moins lourde, traiter des patients, voir des patients en consultation, les suivre. Il y a ceux qui feront pas d'interventionnel mais qui vont se spécialiser en diagnostic, ceux qui pourront faire de la recherche. Enfin, on a vraiment des pans d'action qui sont extrêmement larges et qui permettent, à mon sens, d'avoir des profils différents dans la profession. Et ça, c'est quelque chose qui est bien. C'est-à-dire que le radiologue, et c'est là où il faut lutter contre les stéréotypes, c'est pas un type de personne. On n'est pas sur le stéréotype de le radiologue, c'est celui qui n'aime pas voir les patients qui est dans le noir. C'est quoi un bon radiologue, selon vous? C'est une question piège, ça. En fait, je pense qu'il y a autant de définitions que d'activités, parce que finalement, le bon radiologue spécialiste, c'est pas la même chose suivant si c'est celui qui va faire de l'interventionnel extrêmement lourd, si c'est celui qui va faire de la recherche très avancée, c'est celui qui va faire de la RCP, de l'intervention avec des collègues en rhumato, par exemple. Et donc, du coup, c'est une question qui est vague, mais au final, je pense que c'est celui qui garde la préoccupation du patient. Je pense que c'est ça la ligne directrice, le seul point commun. Entre tous ces spécialistes de la radiologie aussi nombreux qu'on voit les JFR, on est très nombreux à avoir des profils différents. Le bon radiologue, et je pense qu'en France, on a une école de la radiologie qui est dans cette optique-là, c'est que globalement, on fait les choses pour les patients. Et on fait les diagnostics pour les patients, pour leur prise en charge. On ne peut pas considérer le radiologue comme un épiphénomène qui va juste voir des images et faire un compte-rendu. Ça n'existe plus, ou que c'est marginal, et il ne faut pas garder ça comme image. Donc le bon radiologue, il veut aller au mieux pour ses patients. Vous savez ce que l'on disait. Bon, si vous êtes un peu un télo, il faut faire psychiatrie. Si vous êtes habile, il faut faire chirurgie. Et si on est les deux, on peut faire radiologue. Si on est les deux, on peut faire radiologue. C'est ça votre réponse. Ouais. Alors, la radiologie interventionnelle, elle intervient à peu près dans tous les champs médicaux? Globalement, aujourd'hui en radiologie, il y a des activités interventionnelles dans toutes les spécialités. Alors après, c'est vrai qu'historiquement, il y en a qui sont plus développés que d'autres. Notamment, en France, on a un gros tropisme pour l'endovasculaire, la neuroradiologie interventionnelle, les traitements tumoraux percutanés qui se développent bien, la douleur. On est quand même les inventeurs de la cimentoplastie au niveau du rachis. Donc on a une école de RI qui est mondialement... On a été des précurseurs sur beaucoup de choses. Donc il ne faut pas en avoir honte, il faut la revendiquer. Il faut savoir qu'il y a... On arrive à garder notre place ? Oui, je crois, et je crois qu'il faut continuer la bataille, parce que c'est vrai qu'on n'a pas à rougir des performances de ce qu'on fait en RI, on n'a pas à rougir des indications dans lesquelles on peut intervenir, et même si d'autres veulent nous faire croire, dans certains cas, mais c'est plus des conflits de personnes en réalité dans un certain nombre de situations, veulent nous faire croire qu'on fait moins bien qu'eux, c'est pas vrai. Donc après, il ne faut pas nous non plus qu'on ait une volonté expansionniste démesurée, et c'est là où la question des RCP est intéressante, c'est-à-dire qu'il y a des cas où, clairement, les chirurgiens sont meilleurs que les radiologues sur certaines pathologies. D'autres indications, même pathologie, mais autre localisation, autre grade, autre patient, autre terrain, on sera meilleur en radiologie. Puis il y a des cas frontières dans lesquels il faut savoir, pas forcément partir à la bataille, mais discuter avec les gens
Et souvent, quand même, en bonne intelligence, ça se fait. Et ça convenablement, quoi. dépend des villes, des services, Et oui. des compétences. Oui, ça dépend aussi, voilà, ça dépend des bassins de population, parce que les patients ne sont pas les mêmes. Hein. Si vous venez dans le Nord-Pas-de-Calais ou sur la Côte d'Azur, ce n'est pas les mêmes patients. On n'a pas forcément les mêmes maillages, que ce soit en chirurgie, en radio-interventionnelle, on n'a pas les mêmes compétences sur les différents centres. Donc après, c'est sûr que la volonté, c'est quand même que tout le monde se tire vers le haut. Et pour répondre à la question initiale, ça aussi, c'est quelque chose qui fait que le radiologue, c'est pas un robot. C'est-à-dire que le radiologue, on a, dans le cadre aussi de l'option de la RI avancée, qui vient avec la réforme du 3e cycle, il y a une volonté de tirer la profession dans le cadre de la RI encore plus vers le haut pour vraiment ne pas avoir honte de ce qu'on fait, ne pas rougir. On fait des choses très bien et on va le faire encore mieux demain et encore dans plus d'endroits avec plus de radiologues qui le feront. Et ça, c'est de l'activité clinique, c'est pas de la robotisation. Vous avez suivi, vous suivez les réformes même du premier, second cycle? Oui, alors moi je suis impliqué, j'ai été beaucoup impliqué pour le 3e cycle, ça commence à être un peu derrière nous, et je suis directement impliqué à la faculté de Lille dans un groupe de travail sur la réforme du 2e cycle. Ouais. Et alors, le fait d'avoir, qu'est-ce que vous allez en penser? Bah, c'est comme pour l'instant, on y voit encore, c'est encore un peu flou, c'est-à-dire qu'il y a des grandes lignes, mais on est encore dans des choses qui sont très théorique. Donc là, on commence à rentrer dans des groupes de travail un peu pratiques sur comment on organise les choses. Donc on n'y est pas encore. Ce qui est sûr, c'est que on va vers des choix de filières ou d'orientation qui vont être finalement de plus en plus précoces, puisque jusqu'à présent, les étudiants choisissaient en fin de 6e année en fonction de leurs résultats. De manière peut-être plus réfléchie, non? Ouais. Alors c'est compliqué parce que l'avantage de la réforme du 2e cycle, c'est de dire que si on est intéressé par la chirurgie ou la radiologie, il y aura une pertinence des stages qu'on a fait pendant son cursus, il y aura une pertinence des modules qu'on a choisis pendant son cursus. Mais du coup, ça pose la question de savoir est-ce qu'on est en mesure d'avoir un choix éclairé assez tôt dans ses études pour s'orienter de façon pertinente, ce qui est pas forcément évident, a fortiori si la seule information qu'on a, c'est de la fake news trouvée sur Facebook sur la radiologie, quoi. Donc il faut, nous radiologues, on a un rôle, et on aura encore plus un rôle d'information sur ce que c'est la spécialité de radiologue, parce que demain, les gens qui voudront faire de la radiologie, ou ceux qui auront choisi de ne pas la faire sur des raisons X ou Y, c'est des choix qui se feront un peu plus tôt dans l'orientation. Et celui qui décide en 4e année que la radiologie, c'est pas assez clinique pour lui, parce qu'il s'est basé que sur des on-dit et qui n'est pas venu voir ce qui se passe en service de radiologie, c'est potentiellement dommage pour nous de perdre des bons éléments comme ça en devenir. Donc il y a un rôle d'information des jeunes. Vous avez des échanges avec de jeunes radiologues étrangers d'autres pays, ouais, vous-même là-dessus? Vous avez les mêmes types de réflexions? Alors c'est globalement la question de l'information sur la radiologie, on est un peu tous pareils. Le truc, c'est que la radio s'organise très différemment dans les différents pays. Et donc, du coup, c'est assez peu comparable. Et en France, on a vraiment une approche, et je crois qu'il faut le ressouligner, qui est une approche qui est très clinique. Et on doit en être fier. C'est pas partout pareil dans le monde. Il y a des endroits où les radiologues sont, pour le coup, dans le noir, à voir que des piles d'examen et plus voir les patients. Et ça, c'est un peu dommage. Je crois qu'il faut être fier de cette... c'est pas une spécificité, mais en tout cas, c'est une approche française qui a toujours été développée aussi grâce à la SFR, au CERF, à nos instances. Et je pense que nos jeunes font ça aujourd'hui et il faut en être fier, il faut continuer comme ça. Vous avez vu que dans la loi, la dernière loi, a été instauré des stages Erasmus, mais développés beaucoup plus tôt. Vous avez suivi ça? Oui, alors, mais c'est pareil, pour l'instant, on est encore sur des choses qui ne se sont pas faites, quoi. Donc et avoir des échanges avec... L'international, c'est toujours utile de voir un peu ce qui se fait à l'extérieur, mais il ne faut pas, là non plus, se laisser influencer par la vision que l'étranger a d'une spécialité, parce que ce n'est pas forcément la même dans son propre pays. Bon, écoutez, je crois qu'à la fin de notre court entretien, mais enfin on est allé assez loin, on a compris qu'en réalité les choses étaient complexes, comme nous l'avons vu tout au long de ce congrès, et qu'en réalité il n'y a pas d'application de règles comme cela, ou de robotisation. Et le diable est dans les détails, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas s'arrêter à la superficialité des informations qui se font partout. Et on trouve facilement les éléments limitants pour comprendre ce que fait un radiologue, pour venir voir ce que fait un radiologue. Moi, dès que je vois un étudiant en médecine qui passe faire un scanner à un patient, je lui dis viens à la console avec moi, je te montre ce qu'on fait. Et voilà, il faut aller dans les détails. Voilà, comme disait Madame de Staël, il faut associer l'intelligence et les sentiments. Toujours. Voilà, merci. Merci à vous. À bientôt.